dans les dispositifs, dans les modalités d'approche, dans les types de circulation de parole, même de mise en mouvement des corps à un moment donné. Donc cet après-midi, ce début d'après-midi, l'idée est qu'on puisse en découdre un peu sur une question, les urbains et les jeunes particulièrement des mondes urbains sont-ils définitivement perdus dans l'écologie? Ça boucle un peu avec des questions qu'on s'est posées hier et qu'on n'a pas tranchées et qu'on ne tranchera pas aujourd'hui, mais un dispositif un peu singulier, donc une petite présentation, un peu longue même, pour une petite, Jean-Michel Boquet, donc ex du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, voilà, autour de ce thème-là, pour allumer le feu un peu. C'est très joli mon truc, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, Jean-Christophe qui propose un dispositif de dispute. Allez, tu vas commencer tout de suite. Donc si j'ai positionné les chaises comme elles le sont, c'était pas un hasard, c'était pas pour créer une allée au milieu, c'est parce qu'il y aura l'accusation d'un côté et la défense de l'autre. Donc, vous avez entendu le titre, hein, les urbains, notamment les jeunes urbains, sont-ils définitivement perdus pour l'écologie? Donc on va voir le réquisitoire de Jean-Michel, qui est un peu le procureur aujourd'hui de la République, et d'un côté on a l'accusation, de l'autre la défense. Donc je vous demande de vous lever. Non pas parce que les jurés ou le juge arrive, mais simplement parce que de ce côté-là, on va voir l'accusation et de ce côté-là, la défense. Donc le prévenu, c'est l'écologie urbaine. De toutes les personnes qui croient encore à l'écologie urbaine, peuvent plutôt s'asseoir de ce côté-là. Et les personnes qui défendent ardemment l'écologie plutôt rurale et post-urbaine prennent place de ce côté-là. Et une fois que le réquisitoire aura été énoncé, exprimé par Jean-Michel, chaque camp aura la possibilité de s'exprimer pour dire ce qui ressort du débat. Donc, ici, on a l'accusation, ici, la défense. Donc, le prévenu, c'est, encore une fois, l'écologie urbaine. Donc, les personnes qui croient encore à l'écologie urbaine, cette écologie pensée depuis la ville, depuis la métropole, prennent position ici. Et celles et ceux qui sont plutôt pour l'écologie rurale, à droite. Donc je vous laisse vous déplacer, si tant est que vous souhaitiez vous déplacer. Donc l'écologie rurale à droite, l'écologie urbaine à gauche. Et si vous ne voulez pas prendre parti, vous restez assis, et voilà. Mais en tout cas, sur les premiers rangs, ce serait bien d'avoir les personnes qui souhaitent après s'exprimer une fois que le réquisitoire aura été commencé. D'accord? Voilà. Donc pour, contre, l'idée c'est de créer une dispute, voilà. Est-ce qu'on peut en venir aux mains? On verra. Je suis là pour arbitrer. Donc ok, là c'est plutôt les ruraux et ici les urbains, on est d'accord? Très bien. Vous avez le droit de changer encore rapidement. Et du coup, Jean-Michel va faire son réquisitoire pendant 20 minutes, puis après on aura 15 minutes pour la défense, 10 minutes pour l'accusation, parce qu'il y a déjà eu un réquisitoire. Et puis Jean-Michel fera un aparté aussi sur les politiques de l'enfance qui, selon lui, sont intéressantes d'expérimenter et pourquoi finalement les villes n'en veulent pas. Et dans un dernier temps, questions-réponses avec le public de manière un peu mélangée. Ok, donc 20 minutes pour Jean-Michel. On m'a demandé d'accuser en fait l'écologie urbaine. Voilà, pas forcément pour défendre l'écologie post-urbaine et rurale, mais plutôt d'accuser l'écologie urbaine. Alors ça tombe bien, au fond de moi, je suis convaincu que l'écologie urbaine est une énorme erreur et nous conduit tout droit à l'échec. Alors, je vais quand même juste préciser que comme procureur, je parle de là où je suis et de l'expérience que je peux avoir, qui est celle d'un travailleur social engagé dans le monde associatif, qui a pris des directions associatives. Donc je suis mouillé, j'ai les pieds sales et les mains sales, mais en tout cas engagé et acteur. Mon point de vue premier est un point de vue que je décale par rapport à une partie des échanges de ce matin, puisque mon propos il est plutôt sur des questions pédagogiques, sur des questions de comment on fait avec des enfants et comment on fait avec des jeunes. C'est ça mon propos, d'où l'argumentation qui viendra dans un second temps sur les politiques enfance. Précisons un élément qui m'est absolument important, c'est le rôle des métropoles. Aujourd'hui, dans nos organisations, les métropoles sont les lieux qui captent tout. Elles captent la richesse,
c'est le premier élément, c'est-à-dire que les métropoles sont riches et les campagnes sont pauvres. Elles captent le savoir, elles captent la jeunesse, elles captent absolument tout ce qui pourrait penser le monde qu'on pourrait imaginer après. Les universités sont dans les métropoles, les lieux de décision sont dans les métropoles, l'argent est dans les métropoles, la structuration du capitalisme est dans les métropoles, etc., etc. C'est-à-dire que tout passe absolument par là. Et une partie de ces métropolitains imagine qu'il est possible de réformer ou de repenser le monde à partir de cette métropole, mais sans jamais chercher à détruire le rôle de la métropole. Et donc il y a bien là un objet majeur, qui est que si tout est dans les métropoles, si on veut repenser à un moment donné ce qui se passe autour, grosso modo, il y a deux regards. Il y a ceux qui pensent qu'on est là bien et puis qu'on va regarder et qu'on va légiférer de loin. Et puis il y a ceux qui se disent à un moment donné, si on veut reformer ce qui se passe autour, il faut détruire ou en partie modifier ce qui se passe à l'intérieur des métropoles. Moi, je dis détruire les métropoles pour repenser ce qu'il y a autour. Ça, c'est le premier élément. Alors, sur ce sujet-là, peut-être préciser un point. Quand je parle à intervalles réguliers, j'en ai parlé dans quelques éléments que j'ai pu écrire, mais il y a un regard urbano-centré. C'est-à-dire que l'ensemble des dispositifs, en fonction de ce que je viens de dire avant, fait que tout regard est filtré par la question des métropoles. C'est-à-dire que tout passe par l'urbain et nos formations, les jeunes qui en sortent, les enfants qui y sont éduqués, tout passe par un regard urbain. Et tout se trouve là-dedans, en fait. Alors, pour donner un exemple très précis de ce que j'appelle l'urbanocentrisme et la déformation de l'urbain, par exemple, un des objets majeurs de l'urbain, c'est la question autour du management. C'est-à-dire cette capacité à décider pour quelque chose qu'on ne voit pas et où on n'est pas, et on décide quand même que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça, c'est le principe du management. Le manager, il décide qu'on va faire un certain nombre de trucs, il n'est pas là, il ne met pas les mains dans le cambouis, par contre, c'est lui le chef. Hein, il a les mains blanches et les pieds blancs, et il laisse d'autres gens se salir les mains dans le faire quotidien. Et le manager, il va décider de tout, organiser, structurer, etc., dans ce fonctionnement-là. Donc, le management, c'est un principe urbain, et complètement urbanisé. Et on voit d'ailleurs que les managers sont des gens qui habitent en ville, et toute une partie des gens qui ont les mains sales et les pieds sales, hein, les cols bleus, pour reprendre une expression un peu datée, sont des gens qui habitent ailleurs. Donc ça, c'est le premier élément, la question du management. Deuxième élément autour de ça, c'est quel est l'outil du management, c'est-à-dire comment on organise le management et comment c'est structuré. L'outil archi-méga majoritaire du management, c'est la méthodologie de projet. Donc, ce matin, par exemple, il y a plein de gens qui ont parlé de projet. Il y a une personne qui a dit, nous on est arrivé, on n'avait pas fait de projet. Mais c'est une personne qui a dit ça. Tous les autres ont parlé de projet. Et la méthodologie de projet, c'est l'exemple typique de l'outil qui permet de maintenir un processus d'écrasement et de domination, qui permet de considérer que celui qui maîtrise le projet est le manager, donc celui qui est le mieux payé, le plus riche, etc., qui maîtrise tout, et que tout en bas de l'échelle, il y a les agissants. D'ailleurs, dans la méthodologie de projet, ces agissants, ça s'appelle des ressources humaines, c'est des moyens humains. Okay, donc ça, c'est l'outil premier. Et l'ensemble du dispositif qui est à l'œuvre sur les politiques publiques, sur les manières d'apprendre, sur la formation professionnelle, sur l'enseignement scolaire, sur la question des loisirs ou des politiques d'enfance, c'est toujours construit autour de la méthodologie de projet. Le manager est celui qui maîtrise la méthodologie de projet. Toute personne qui est formée à être un chef de projet, cette personne-là est une personne qui est déformée à l'urbain. Le très bon exemple, hein, pour faire un peu rapidos, je vais donner deux exemples précis. D'abord, la méthodologie de projet, il faut juste se rappeler d'un truc quand même, c'est que ça a été inventé par Ford. En fait, Ford qui reprend les travaux antérieurs, mais c'est eux qui vont développer ça, après avec un certain nombre d'universités américaines, mais Ford va inventer la méthodologie de projet, parce que qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à vendre des voitures à un tarif qui permet à ses ouvriers de l'acheter avant même d'avoir commencé à produire la voiture. C'est-à-dire qu'avant même de l'avoir mis en production, il doit savoir déjà à quel coût elle sort. Et donc, il va organiser ça pour savoir ça. Donc, c'est un outil de gestion
qui est devenu un outil complètement tout-puissant et qui permet de construire ça. Et Ford, en fait, il va développer l'idée jusqu'à son terme et utiliser ça pour faire que l'ouvrier qui fabrique une voiture achète l'objet qu'il a lui-même fabriqué. C'est contraire à tout ce qu'on a pu voir antérieurement, où le fabricant de meubles ne s'achetait lui-même pas ses propres meubles qu'il avait fabriqués, le paysan ne s'achète pas lui-même les légumes qu'il a produits. Donc on voit bien qu'il y a une manière complètement différente de regarder le monde à partir de ce biais-là. Deuxième élément hein, comment dire la méthodologie de projet. Quand on reprend les travaux d'anthropologie du projet, c'est-à-dire qui a construit, qui a inventé ce truc-là, etc., il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le sujet, notamment un qui s'appelle Le Texier. Et Le Texier, il dit que le premier manuel de management, c'est les manuels de savoir-vivre. Et alors, qu'est-ce que c'est que les manuels de savoir-vivre ? C'est les bouquins du 19e siècle qui expliquaient, qui étaient écrits par des hommes, qui expliquaient comment leurs femmes devaient tenir leur domicile en l'absence de l'homme qui faisait donc de la vie publique, et la femme qui était enfermée à son domicile, et que l'homme devait pouvoir rentrer à toute heure du jour et de la nuit et démontrer à ses amis hommes que la maison était bien tenue. C'est-à-dire que c'était sa capacité à gérer sa femme alors qu'il n'était pas là. Voilà. Donc on pose quand même les choses hein, sur la question, on en parlait hier, des questions d'égalité homme-femme, par exemple. On est typiquement là-dessus. Le management est un outil de domination, des riches des puissants sur les faibles, etc. Ça, c'est reprendre. Donc, les métropoles fonctionnent que comme ça. Donc, dès lors qu'il y a une question de métropolitaine, dès que la métropole va penser quelque chose, elle va écraser pour pouvoir manager, etc. Donc elle reprend, elle capte, elle aspire, et elle s'en fout un peu grosso modo de ce qui se passe à ses périphéries, et puis un peu plus loin, etc. Ce qu'elle veut, c'est juste happer. Une fois qu'on a compris ça et on peut regarder sur la question des politiques enfance. Hein, par exemple, je prends l'exemple de Paris parce que comme directeur du MRJC, donc qui était un mouvement rural, le siège était évidemment à Paris. Hein. Voilà. Ça, c'est la centralisation française, mais on avait notre siège à Paris. Donc, je vais parler de la métropole de Paris, mais on pourrait prendre exactement la même truc par rapport à la métropole de Lyon, ou par rapport à la métropole de Lille, qui sont sans doute les trois métropoles les plus anciennes et qui ont construit sur ça. Paris, par exemple, cherche à faire rentrer de l'agriculture biologique dans ses cantines. On disait hier, tout le monde veut bien manger, très bien, tout le monde va faire du bio. Paris fait du bio, mais avec des acteurs majeurs de l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'on fait du bio avec les gros groupes d'agro-industrie. Donc on ne se pose pas la question de savoir comment sont traités les gens, et puis Paris ne se pose pas du tout la question de savoir comment est produit ce bio. Alors, il est bio, certes, labellisé, mais quel rapport avec les gens ? Paris est-il en capacité de savoir et de construire du lien humain avec les gens qui sont en train de produire le bio qui va nourrir la métropole ? Vous pourrez regarder l'ensemble des cahiers des charges, ça n'apparaît jamais. On veut du label, mais on veut rien d'autre. Donc ils sont incapables d'aller voir ça. Sur la question des politiques jeunesse, donc Paris est la ville qui a un des dispositifs de garde d'enfants le plus organisé et structuré. En petite enfance, en enfance d'âge de l'école, le centre de loisirs, etc. Ça ouvre tôt, on peut déposer son enfant. Qui sont les gens qui travaillent à l'intérieur de ces centres de loisirs ? Des gens qui habitent en banlieue, parce qu'ils ne sont pas les moyens d'acheter des trucs à Paris, ou de vivre à Paris, et donc ils habitent en banlieue. Par contre, est-ce que Paris se pose la question de savoir si la commune dans laquelle habite l'animateur est elle-même en capacité de produire un dispositif de garde d'enfants qui permet à l'animateur de Paris d'aller garder les enfants des Parisiens, et ses propres enfants sont-ils gardés par qui ? Ça, Paris s'en fout. Donc, on est toujours dans cette idée que la métropole regarde pour elle-même et se fout de ce qui se passe autour. Paris veut développer l'école dehors. L'école dans la nature, super. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme nature à Paris ? Les bois. Vincennes, Boulogne. Alors, comme nature, ça s'arrête là quand même, à un moment donné. Il y a des arbres, il y a un peu d'herbe, il y a des crottes de chiens, il y a des pistes pour vélo, etc. C'est-à-dire, mais au-delà de ça, qu'est-ce que le petit Parisien voit de la nature ? Pas grand-chose, en tout cas pas de gens qui y habitent, puisque personne n'habite dans le bois. Quoique, il y a toute une série de gens qui habitent dans le bois, mais qu'on va surtout pas voir.
Donc, on se fout encore plus de la périphérie de ces éléments-là. Ensuite, Paris, par exemple, pourrait se dire on va aller faire des classes de découverte, ou des classes vertes, ou des classes à la nature, pour qu'ils voient effectivement la nature. Alors, qu'est-ce que fait Paris? Paris fait des appels à projets, ou des marchés publics, dans lesquels des associations répondent, et puis les enfants de Paris viennent dans l'espace. Et là, on retrouve un dispositif connu, qui est celui du tourisme, où l'urbain va acheter un bout de territoire, où il va accaparer le territoire, ou récupérer un élément du territoire pour en faire éventuellement un élément de richesse. Alors dans les classes de découverte, on va utiliser l'espace vert, etc. On va montrer. Mais où sont les gens? Où sont les gens qui habitent les territoires? À quel endroit ils vont travailler avec eux? À quel endroit les gens qui sont dans ces espaces-là sont des gens des territoires, qui fait qu'on croise, on lit. Où sont les autres enfants? Parce qu'il y a des enfants dans les territoires ruraux. Où sont-ils? Où on croise? Nulle part. Le Parisien vient entre Parisiens dans un espace ici, par exemple, puisque c'est un truc des Francas, ici, et voilà, il vit son truc et il ne croise jamais les enfants du territoire rural. Donc c'est ce qui était la tribune que le MRJC a fait dans Marianne là, en décembre 2021. La ruralité, c'est un espace où on vient profiter du truc sans jamais chercher à rencontrer les gens qui sont sur l'espace. C'est-à-dire le lien n'existe pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'on utilise, on se déplace, on rapte, on aspire, et c'est tout ce que fait la métropole. Elle ne pense jamais la structure, le lien et l'organisation. Pour prendre deux exemples récents, je me suis amusé à regarder, par exemple, pour vérifier ce que pouvaient dire les élus des métropoles sur les politiques jeunesse. J'ai pris le groupe, alors à dessein, hein, je n'ai pas fait ça au hasard, hein, j'ai pris le groupe écologiste de Paris. Puis j'ai regardé ce qu'ils racontent sur leur rapport à l'éducation, leur rapport aux politiques jeunesse, etc. Alors ils ont écrit 3 vœux, hein, depuis qu'ils sont élus, sur ces questions-là. Le premier vœu qu'ils écrivent, c'est: la ville de Paris est propriétaire d'un bâtiment en Ariège qu'elle va chercher à vendre. C'est un bâtiment de colo, et ils vendent ce bâtiment. Donc le bâtiment est vide depuis 2007, donc on se pose déjà bien la question de savoir ce que fait la ville de Paris de ce bâtiment depuis 2007. Il a déjà essayé d'être vendu, puis il n'est pas vendu. Et donc, les écologistes s'émeuvent en disant: il y aura peut-être quelque chose à faire. Et bien, le vœu, il dit quoi? Le vœu, il dit un truc absolument génial. Il dit que Paris doit avoir un regard sur le projet qui est à l'œuvre dans ce truc-là pendant 6 mois. Comme si les gens étaient cons. Enfin, c'est-à-dire, les gens qui voudraient éventuellement faire quelque chose là-dedans, il faut que la métropole, elle vérifie ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi l'objet de ce truc-là? Et alors, ça va plus loin, puisqu'ils disent en plus que il faut qu'ils aient un droit de regard, et que Paris doit vérifier ce qui est fait dans ce truc-là, et la qualité des gens qui vont récupérer ce truc-là. Mais d'où, à un moment donné, une ville riche qui vend un patrimoine doit garder le lien absolu sur ce qui se passe, comme si les ruraux qui allaient acheter ce truc-là étaient cons. Et puis, dans l'idée du patrimoine, est-ce que la ville de Paris qui est riche ne peut pas le garder, ce patrimoine, et investir pour à un moment donné en faire quelque chose? C'est-à-dire retisser des liens et reconstruire à un moment donné des liens et de l'organisation à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on va vendre... Alors évidemment, ils se plaignent que c'est vendu à pas cher. Hein. Ah oui. Parce qu'il faudrait vendre ça très cher, parce que pour le bien de la métropole riche de Paris, il faudrait que ce soit vendu cher. En fait, il pourrait le donner. Il pourrait le garder, investir dedans, travailler avec des gens, construire des liens, faire par exemple que cet espace-là devienne un lieu de colo, qui pourrait être le lieu du centre de loisirs du territoire rural, qui n'a de toute manière pas les moyens de s'acheter ni un lieu ni de faire un centre de loisirs, qui permettrait de construire de la rencontre, qui permettrait de repenser un certain nombre de dispositifs, etc. etc. Eh ben non, il faut qu'ils regardent ce qui se passe à l'intérieur. Et le deuxième vœu, il est sur... donc ils ont un espèce de laïus tout à fait intéressant sur l'intérêt de la nature, de l'environnement, de sensibiliser les jeunes Parisiens à toute une série de trucs sur la vie de la campagne. Et alors, ils défendent une politique publique qui s'appelle l'écolo apprenante. Alors, l'écolo apprenante, c'est un truc génial. C'est comment des types dans un bureau ont décidé que, comme il y avait eu le Covid,
on allait prendre sur le temps libre des gamins qui n'ont pas eu accès à l'école, hein, donc leur temps libre, je parle d'un temps libre, pour les emmener dans un endroit où on allait faire de l'école à la place de l'école sans école, mais où on allait plaquer sur eux des idées d'apprentissage qu'ils devraient savoir. Voilà, alors si là on n'est pas dans le management de l'enfance, je ne sais pas dans quoi on est dans un truc qui est archi descendant. C'est pensé comme ça va même plus loin que ça. Il disait il fallait prendre les gamins des quartiers, toujours cette idée qu'à un moment donné les gamins des quartiers sensibles, il faut les sortir de ce machin-là, on les prend et on va les emmener à la campagne. Idée du 19e siècle, hein, on a inventé les colonies de vacances pour que les enfants puissent aller à la campagne, pour qu'ils soient colonisés des bonnes idées de la campagne de la France profonde, pour ramener à la ville, pour qu'eux-mêmes colonisent leurs parents aux bonnes valeurs de la France profonde. 19e siècle. Cette idée-là qui est revenue. Mais alors ça va encore plus loin que ça, puisque l'État voulait bien payer pour que les gamins des quartiers populaires ils aillent à la campagne. Par contre, le gamin de la campagne, il ne pouvait pas monter un projet pour aller découvrir une ville. C'est pas possible. Voilà, donc on est dans la politique discriminante en plus. Et alors les écolos, ils défendent ça. Ils défendent cette idée-là. Cette idée qu'effectivement, il faut prendre ces gamins des villes et les emmener à la campagne. Et la campagne, on fait quoi? Si je reviens sur ce que je disais avant, on leur apprend quoi? On leur montre quoi? On croise qui? On voit qui? Comment ils vivent avec les gens, etc. etc. Ça n'existe pas. Et puis, peut-être un autre élément là-dessus, sur les politiques, jeunesse, il y a un dispositif qui est financé, qui est aujourd'hui par toute une série de gens, et qui a été pensé par toute une série de gens qui disent être nés dans des territoires ruraux, mais qui ont déjà été complètement colonisés par la ville, qui s'appelle le tutorat, ou le mentorat, c'est le terme que vous voulez. Le mentorat, c'est quand même comment des gens des villes, cadres, etc., vont prendre des gamins des campagnes, les mentorer pour qu'ils aient accès à la ville. Donc ça veut dire que pour réussir, il faut avoir les normes de la ville. C'est impossible aujourd'hui de réfléchir nos structurations en se disant qu'on peut réussir en ayant autre chose que les normes de la ville. Et tout passe par là. Sciences Po est une école de la ville. Toute une partie des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce sont des écoles de la ville. Les universités sont des écoles de la ville. À tel point qu'à un moment donné, quand on veut créer des universités à la campagne, qu'est-ce qu'on fait? On fait des campus numériques qui sont des ersatz d'universités qu'on va foutre dans des petites villes en disant, bon alors ils n'auront pas complètement la université, donc déjà ok, mais avec le numérique, ils auront accès à toute l'université. En fait, ils ont accès à toute l'université, sauf les liens humains, sauf les rapports sociaux, sauf les manières de faire. Et notamment cette idée qui est qu'il faut impérativement passer par la ville, se former à ça, et notamment à toutes ces questions de méthodologie de projet, de management, etc., pour pouvoir réussir. Quand on travaille à une échelle donnée et que on parlait ce matin de coopérative, de structuration d'associations, etc., le premier élément qu'on vous dit quand le projet prend de l'envergure, on dit on va chercher du fric pour payer un chef de projet. Et chef de projet de quoi? De où? De comment? De former à quoi? En fait, de former à la méthodologie de projet, qui est du management à distance, de gens qui sont passés exclusivement par les écoles de l'urbaine. Ça veut dire que derrière ces outils-là, derrière cette structuration-là, derrière cette politique enfance, derrière cette politique jeunesse, c'est toujours la métropole qui va gagner, et c'est toujours la métropole qui va capter. Dernier point qu'il faudra questionner, et ça a été dit hier et aujourd'hui, la question des besoins. Alors, en pédagogie, le besoin, c'est l'outil qui permet aux puissants d'avoir la main sur les non-puissants. Parce que je connais les besoins des gens, je sais ce qui est bon pour eux, donc je vais agir. Je vous le fais court, mais c'est à peu près ça. Donc est-ce qu'on peut, à un moment donné, travailler, et le besoin, si on reprend Baudrillard, c'est aussi l'élément, le concept qui permet, on invente un besoin, on invente aussi automatiquement que ça le produit qui permet de répondre aux besoins, et on a vendu la réponse aux besoins qu'on a inventés. Alors, on va dire oui, mais il y a les besoins primaires, etc. Théorie des besoins, les années 50. Avant les années 50, la théorie des besoins n'existe pas. Donc on est bien de manière concomitante dans un moment où le besoin est inventé permettant de répondre à... Est-ce qu'à un moment donné, on peut réfléchir autrement? C'est bon pour toi? Merci.
fait remarquer que le chien a pris parti pour l'écologie rurale. Oui, clairement. Alors, comme il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route, voilà, on a dispatché le public en 2 parties parce que c'est un procès. Voilà. Donc, on avait la réquisition du procureur général. Là, à droite, on a l'écologie rurale, l'accusation, et ici, la défense, l'accusé, le prévenu, l'écologie urbaine. Donc, si pour les personnes qui ne sont pas arrivées au début, vous voulez encore vous déplacer, parce que maintenant, on va donner la parole à la défense, puis à l'accusation, suite à la réquisition de Jean-Michel. C'est bon, vous restez à vos places. Est-ce qu'il y a des avocats de la partie civile? Ah, les avocats, justement, c'est le parti civil qui a fait le parti civil. Pas les défenseurs des accusés. Ouais, bon, on n'est pas allé jusque-là. Si tu veux intervenir après, tu pourras. Mais pour l'instant, on va rester sur un mode de dispute. Donc voilà, donc je vous donne la parole à ce côté-là, puisque vous représentez a priori, même Nicolas, pourquoi pas, l'écologie urbaine. C'est assez drôle. Donc l'écologie urbaine par rapport au réquisitoire de Jean-Michel, quelles sont vos réactions? Comment vous pourriez, d'une manière ou d'une autre, peut-être, défendre cette écologie pensée, conçue depuis la ville, depuis la métropole? Ouais. Et on a là un quart d'heure. Bon. Je me demande, en fait, le procès est-il fait aux personnes qui habitent les métropoles ou au concept même de métropole? En ce sens que les jeunes qui naissent finalement dans ces espaces métropolitains, qui sont effectivement dans des écoles abreuvées d'écologie urbaine, de méthodologie de projet, et abreuvées de tout ce monde urbain, et qui sont même qui s'en rendent compte, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de gagner dans un monde qui leur cache leurs espaces autour d'eux, qui cache les périphéries, qui cache les mondes nouveaux? Ils ont finalement assez peu de perspectives, assez peu de raisons d'aller, aucun besoin d'aller dans un monde rural quand on est dans une métropole et qu'on a tout à l'heure. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on replace ça. Est-ce qu'on fait un procès à l'organisation sociale qui passe par la métropole et qui a une influence sur les gens qui l'habitent, ou est-ce qu'on fait un procès aux gens qui habitent la métropole et qui défendent des soubresauts quand même, il me semble, d'écologie réelle et de tentatives de sortir de leur habitus et de justement d'avoir avec cette conscience honorable, d'avoir réussi à avoir un sursaut de leur environnement et se rendre compte qu'en fait leur environnement, malgré le fait que ce soit la seule chose qu'ils sentent, est nocif. Ok, alors on n'est pas forcément dans des questions-réponses, hein, puisque ça c'est la dernière partie du débat. Là on est plutôt sur des arguments, mais c'est une question, enfin un questionnement, susceptible de défendre, encore une fois, la position de cette écologie pensée depuis l'urbain, le métropolitain. Ok. Donc il n'y aura pas forcément de réponse de Jean-Michel à chacune de vos réactions, c'est plutôt les autres qui vont répondre éventuellement. Donc à vous de noter aussi tout ce qui est dit, pour réagir après. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole de ce côté-là? Vous avez 15 minutes. Oui, vas-y. Je veux bien. Enfin, c'est un peu compliqué votre exercice, mais parce que de la même manière, j'ai plus des questions que des arguments. En fait, je ne sais pas si le réquisitoire qu'on a entendu, c'est effectivement en lien avec l'écologie urbaine ou l'écologie rurale. Moi, j'entends système de domination, j'entends système patriarcat. J'entends aussi qu'on utilise beaucoup de termes qui sont des outils en disant les outils en fait sont censés être au service de quelque chose, qu'on soit dans l'urbain ou dans le rural, alors que là ça a été dénoncé comme étant les outils sont maîtres mots. Et donc pour moi, quel que soit l'endroit dont on parle, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. En fait, ça a été beaucoup de termes et de méthodos utilisés. J'arrive pas à comprendre, peut-être c'est moi qui suis déconnectée, mais j'arrive pas à comprendre le lien entre écologie rurale, écologie urbaine et ce qui vient d'être énoncé, à part le système d'éducation et de domination patriarcale qui construit la société, qu'on soit d'un endroit ou de ce côté-ci ou de l'autre côté. Après, j'ai aussi entendu la nature, alors ça m'a fait un peu sourire aussi. La nature, en ville, dans l'urbain, il n'y en a pas. Ok, je pense qu'on a un vrai problème, c'est quoi la nature? Qu'est-ce qu'on entend par nature? Si on dit que même en ville, nous n'avons pas de nature, il y a quand même, voilà, je laisse, il n'y a pas que des bois dans lesquels on peut avoir des animaux, la nature elle peut être beaucoup plus proche aussi que ça. Elle est beaucoup moins présente qu'à la campagne, ça je suis convaincue, mais elle est quand même présente, et c'est pas parce qu'on habite à la campagne, qu'on est entouré de nature, qu'on la regarde, qu'on l'apprécie, qu'on la respecte et qu'on est connecté à elle. Enfin, voilà, je ne pense pas que ce soit l'exercice, ce que je viens de dire, mais ça m'a mis plutôt ce type de questions. Est-ce qu'on est dans le vrai débat d'opposition qui est mené là,
ou pas, ou c'est pas un autre sujet qui doit plutôt être débattu et qui du coup est un peu mis de côté et détourné. D'accord. Ça, c'est du procès. Voilà, c'est le procès. Non, mais tu peux développer sur la place de la nature en ville, selon toi. Quelle est cette place alors justement et pourquoi tu défends le fait que C'est pas que il est je réellement pour toi ne défends pas, il y a la nature en ville forcément, mais de dire qu'elle est que à la campagne, j'ai trouvé les arguments très réducteurs, de dire on va sortir un petit peu, il faut aller dans le bois pour se connecter à la nature. Enfin, la nature, il y a aussi des insectes, il y a des oiseaux, il n'y a pas que ça. En ville, si on regarde un peu autour de soi, des fois on voit aussi des animaux se balader, c'est pas que à la campagne. Donc, non, mais ce que disait Jean-Michel, il disait que en fait, l'écologie telle qu'elle était pensée pour sensibiliser les enfants, c'était de les amener au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Oui, mais moi, dans ce que je retiens, c'est aussi beaucoup, forcément, il faut aller à la campagne pour l'écologie. C'est ce que j'ai aussi entendu dans le discours. Pour être connecté aux animaux. Et donc toi, depuis la ville, on peut être connecté. Je pose des Pour questions. moi, le débat, Développe, il n'est pas à cet endroit-là, en fait. Ouais. Le débat, il est dans les arguments qui sont donnés et le sujet qui est pointé du doigt. J'entends plus un problème de système de fonctionnement qui est plutôt du patriarcat très clair, un système de domination homme-femme qui a été cité mais qui à un petit moment donné, il y a un système de domination aussi en lien avec la nature, parce que la femme et la nature, si on retire l'homme avec un petit h de la nature, et je fais exprès de dire le petit h, effectivement c'est ça que j'entends plus dans ces arguments et qui devrait être débattu et discuté que opposition rurale-urbain. Puisqu'on est au même endroit. C'est juste un parti pris pour créer une dispute. Je suis assez d'accord, mais bon, elle a raison de le prendre frontalement, parce qu'après tout, puisque c'était frontal, allons-y. Hein, bon. Est-ce que l'homme fait partie de la nature? L'homme, l'être humain, je veux dire, hein, pas avec le petit h. Bon. Parce qu'en fait, depuis longtemps, des géographes, des sociologues aussi ont pensé que l'homme, c'était la nature consciente d'elle-même. Donc à partir de là, on peut considérer qu'il y a de la nature partout, puisque l'homme, a fortiori, a créé les métropoles. Donc c'est depuis le début des États généraux ici, il y a eu dans toutes les tables rondes, etc. Et donc cette rencontre-là, c'est la même chose. On est dans la volonté qu'il faut que ce soit forcément le post-urbain qui ait raison. Si effectivement il y a de la résistance sur ces questions-là, c'est peut-être qu'on a une impression de, forcément parce que c'est urbain, ça sera négatif, ça sera dangereux même, ça sera presque inhumain. Or, l'humain est très présent sur ces territoires-là. Donc c'est vrai que moi je m'interroge sur cette volonté absolument de post-urbain. Même ça je l'interroge. Parce qu'en réalité, on a eu d'abord les périphéries et le centre, puis maintenant, c'est ceux qui habitent, et d'ailleurs la question a été posée par le jeune homme là-bas, ceux qui habitent les métropoles ou ceux qui les subissent, et qui les subissent encore une fois à cause d'un problème de domination. C'est bien quand même des gens qui dirigent, qui dominent, qui décident comment seront les métropoles. Attends, il est juste, oui. J'aimerais remercier le maître pour son brillant réquisitoire. Et je demande donc à M. Robert Badinter de l'écologie rurale de nous définir ce qu'il entend par l'écologie rurale et de nous convaincre que l'écologie rurale n'est pas pleine de clichés, de visions prônées, de violence et de domination patriarcale. Ok, alors on répondra tout à l'heure quand ça sera votre camp et que Jean-Michel pourra intervenir. Alors, il y a le mauvais camp. Il y avait Nicolas. Non, il n'y a pas de bon et de mauvais, là, on a juste créé deux camps. Alors, Parce qu'il y a une accusation. Du coup, moi je me suis mis de ce côté-là, d'une part parce que je voulais être pour une fois dans le camp des gagnants, et qu'on aura les moyens économiques de sortir, même si on est, de s'en sortir même si on est condamné. D'autre part, j'aimerais bien qu'on me démontre, soi-disant, l'écologie rurale, basée sur de l'autonomie, aurait moins d'impact sur l'environnement qu'une écologie urbaine, soi-disant. J'aimerais bien qu'on me démontre comment des urbains ne vont pas aller à la campagne dans un mouvement un peu de désespoir, dévaster
les derniers coins de nature qui vont rester. Comment est-ce qu'on va pas, sans expérience, on va pas exploiter les animaux, on ne va pas exploiter la nature, exploiter son prochain. Voilà. Et pourquoi des modes installés ne seraient pas, des modes qu'on connaît, installés, ne seraient pas plus aptes à gérer les problèmes auxquels on va être confronté rapidement, c'est-à-dire Installés, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en le mode urbain, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas plus aptes à gérer voilà, ces problématiques-là? Il faut savoir que la concentration, elle est productive, la concentration. On critique facilement les engins agricoles, etc., les hauts fourneaux, les verreries industrielles. C'est extrêmement productif dans des rapports que souvent dont on ne mesure pas l'immensité, quoi. Entre produire du métal localement ou même juste faire de la petite transformation et un haut fourneau, il y a un rapport de rentabilité qui est un rapport de 20, grosso modo. Voilà, de 1 à 20. Donc il faut se rendre compte que un retour à une autonomie locale, ça va être un choc dont même moi pourtant qui ai un tout petit peu d'expérience là-dedans, je pense que je ne me rends pas compte non plus, quoi. Voilà. Donc pourquoi la concentration actuelle sur les métropoles ne serait pas plus apte à gérer ces problématiques-là? D'accord. Olivier, tu voulais intervenir? Dans le débat, oui. Vas-y. Si j'avais pu m'asseoir ailleurs que dans le débat, j'aurais été là. Vas-y. Ok. Donc moi, je vais faire un débat. J'ai été chef scout sur Paris 19e pendant une petite année. Je m'occupais des 14-17 ans. Et curieusement, on travaillait avec les enfants, avec les ados, pardon, le rapport à la nature. Alors, comment on faisait? Dès qu'on pouvait, on se barrait dans l'Essonne ou à Saint-Rémy-Chevreuse, des endroits comme ça. On essayait de les faire vivre, de monter un camp, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire on construit la cabane, on construit le feu, etc. etc. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, monsieur le procureur, cet aspect-là, l'éducation, en tout cas à la nature, peut-être pas à l'écologie, hein, mais en tout cas à la nature. Donc, c'est peut-être un peu rapide de dire ces enfants-là sont perdus parce qu'ils sont nés en ville. Il y a des moyens. Il y a un point, par contre, où tu as complètement raison. Quand on partait dans ces coins-là, on n'avait strictement aucun lien social avec les gens autour, sauf aller acheter une grosse boîte de choucroute pour faire bouffer tout le monde dans l'épicerie du coin. Donc ça me paraît très limitatif comme présentation. Deuxième chose, finalement, qu'est-ce que c'est que la métropole? C'est l'organisation des dépendances pour contraindre tout le monde. Et je pense qu'au travers du scoutisme, que je vais défendre brièvement ici, justement, on essaye de donner des facteurs d'autonomie aux enfants, des facteurs de... Ils choisissent ce qu'ils vont faire, on les aide à le faire parce qu'à 14-17 ans, on se décourage assez vite, et ils apprennent une certaine forme d'autonomie et de débrouillardise. Et finalement, peut-être que les termes qu'on utilise d'écologie urbaine, écologie rurale, seraient co-substantiels au terme d'autonomie-dépendance. Et c'est un sujet sur lequel je reviendrai sans doute ce soir. Mais il y a, à mon avis, dans notre raisonnement, c'est paru hier soir, c'est paru ce matin, c'est paru au séminaire des biorégions, plus la notion de dépendance choisie ou de frugalité choisie que de dépendance imposée et hiérarchique et de frugalité imposée. Ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc ça me paraît un peu, cette attaque violente contre l'écologie urbaine me paraît trop forte. C'était un réquisitoire et c'était vous. Il y avait, oui, toi. Du coup, j'aimerais évacuer le terme nature, puisque ça va permettre à l'autre camp d'utiliser des arguments essentialistes qu'il n'aura absolument pas besoin de justifier en étant en grand défenseur de la nature. Merci à vous. Pour me concentrer sur l'idée d'écologie, donc qui est plutôt une science de l'environnement,
que soit l'urbain ou le rural, ce sont des environnements humains. Donc des environnements profondément modifiés par nous. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'humains dans les métropoles, donc éventuellement dans le cadre de l'organisation d'une intelligence collective, plus de cerveaux disponibles pour penser le problème, de couper le dialogue un peu violemment sous prétexte que ce serait trop de la théorie et qu'on n'a pas mis les mains dans la terre parce qu'on vit dans le béton, ce sera trop facile et faudra éviter parce que ça va pas nous convaincre, je pense. Le béton, effectivement, c'est une beaucoup plus grosse modification de l'environnement que la labour ou des choses comme ça. Ça détruit peut-être plus durablement, si vous laissez le temps à la nature, elle le reprend. Mais ça reste de l'environnement humain, tout ça. Donc si on doit penser comment on peut organiser une science de l'environnement, une science, on va dire, de l'organisation du vivant et des échanges au sein du vivant, ce serait complètement incroyable de se dire que ça va se passer que dans les logiques de la ruralité. Il faut vraiment qu'on puisse communiquer et qu'on évite les arguments essentialistes sur la nature, je vous en supplie juste. Parce que ça va absolument pas nous aider. En ville, il y a des gens qui ont des idées, il se trouve que les humains sont capables de réactance. Donc, je pense que quelqu'un qui part du béton parce qu'il en a marre du béton et qui vient après à la campagne, il a fait une prise de conscience. Et une prise de conscience qui éventuellement n'est pas évidente si à la campagne vous êtes le fils d'un agriculteur qui depuis 4 générations s'amuse beaucoup avec les produits phytosanitaires, etc. et qui trouve ça normal. Donc doucement avec les arguments naturels et essentialistes, merci. Ok, merci, on va terminer, parce que là les 15 minutes sont passées. Du coup on a 10 minutes pour que l'accusation reprenne la main et réponde éventuellement. Non, parce qu'il y a déjà eu un réquisitoire assez long. Voilà. C'est pour ça que je donne un peu moins. Voilà. Donc 10 minutes, et avec Jean-Michel qui peut aussi éventuellement intervenir, pour répondre ou apporter plus d'arguments au réquisitoire déjà prononcé. C'est parti. Vas-y. Oui, alors, quelque chose qui, je crois, n'a pas été tout à fait abordé, en tout cas pas directement par notre cher procureur, là, ça a été la notion de culture. En fait, si la culture peut plaider dans l'urbain, en réalité, la culture qui est dévolue, qui est enseignée, qui est, on va dire, presque conditionnée pour un certain nombre de jeunes, parce qu'on est sur les jeunes, si j'ai bien compris, jeunes urbains qui ne peuvent pas aller... sur les urbains de manière globale, et notamment, a fortiori, sur les jeunes. Voilà. Et donc, moi, je vais me focaliser sur les jeunes, et donc, cette culture est une culture consumériste. Et donc, ce qui fait que ce pourquoi je pense qu'ils sont perdus pour aller vers un autre système paradigmatique, c'est le fait qu'ils sont conditionnés à ce consumérisme. Prenons les iPads, prenons tout ce qui est la technologie, toutes les dernières technologies, ils sont tellement, d'ailleurs ça a été dit hier à un moment donné, ils sont tellement conditionnés à aller vers cette forme de consumérisme qui est antinaturelle, parce que pour revenir à l'essentialisme de la nature, qui est antinaturel par rapport aux minerais, etc., qu'on est censé aller chercher au fin fond de l'Afrique et ailleurs. Donc, ces jeunes-là sont complètement conditionnés, et s'il n'y a pas vraiment un changement radical d'éducation à un moment donné, une véritable révolution éducative, ils ne pourront jamais devenir urbains, devenir ruraux, d'accord ? Parce qu'ils sont urbains, définitivement urbains. Ouais. Ok, vas-y. Alors moi j'aimerais d'abord répondre à la première question qui était posée, qui était est-ce qu'on attaque les populations urbaines ou les urbains ? Il m'a semblé en tout cas dans l'histoire qu'on a entendu que c'était bien l'écologie urbaine qui était attaquée et non pas les personnes vivant à la ville. D'accord ? Et que donc, mesdames et messieurs qui habitent en ville, cessez de vous sentir attaqués. Ensuite, on nous a posé une autre question qui est comment les urbains ne vont pas venir dans le rural tout détruire. J'ai l'impression que c'est exactement une question qui se pose à vous, personnes de l'écologie urbaine, qui n'est pas vraiment notre problème. Pourquoi devrions-nous répondre à ça ?
Et ensuite, j'aimerais dire que, tout comme le procureur nous a dit que que les jeunes des villes, les enfants des villes pouvaient faire des projets pour aller à la campagne, mais jamais dans l'autre sens, que moi je vous propose plutôt que, personnes urbaines, nous vous prenions en compte dans une vision d'une écologie qui serait rurale et non urbaine. Et que donc les urbains pourraient se mettre au service d'une écologie rurale. C'est fini. Ok, merci. D'autres prises de parole de ce côté-là? Ou Jean-Michel qui peut en profiter pour répondre, il reste 7 minutes, à certaines des interrogations, des questions, des réactions de la défense. Ah, il y avait... Vas-y. Une petite chose, pour me mettre au milieu. Tu aimerais te mettre au milieu, c'est ça? Moi, je suis né en banlieue parisienne, donc une urbaine. Et personnellement, moi, j'ai quand même pas mal à l'autoroute. Mais je trouve que c'est une force d'avoir connu cette variété d'avoir vraiment une vision plus large. Plus large. Merci. D'autres... Non, mais ça... Ouais, vas-y, Victor. Du coup, moi j'aimerais revenir sur les systèmes de domination et notamment le lien à la formation. Puisque effectivement, qu'on soit dans l'urbain ou dans le rural, on est tous soumis à une même éducation, qui est l'éducation nationale, qui a nié les cultures locales, et donc du coup la diversité et la possibilité de s'émanciper localement. Et qui favorise de fait l'urbain et les modes de production qui permettent de faire vivre l'urbain. Ça a été très bien rappelé par le plaidoyer. Qui n'était pas un plaidoyer, qui était une accusation, mais vous avez compris. Je pense qu'en fait, il y a un moment de nommer justement ces outils-là et de les identifier comme les ennemis de l'écologie. C'est-à-dire que les outils du capitalisme et de l'écologie urbaine qui a été présentée ne sont en aucun cas les outils qui vont permettre de pouvoir sortir de ces systèmes-là. Les outils qui sont mis en place pour gérer l'urbain sont là pour gérer des grosses quantités. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de réduire les quantités pour pouvoir vivre sur Terre convenablement à l'avenir. Et a priori, les formations en tout cas moi j'ai suivies, et je pense que certains ici suivent dans les grandes villes, ne nous aident pas à passer ce pas-là. Donc je pense qu'il y a une vraie accusation et il y a un vrai travail à faire sur la formation, et notamment pour sortir de ces outils qui sont asservissants. Et ce, depuis qu'on a décidé de détruire les cultures locales. Je ne sais pas d'où vous êtes originaires tous. Moi, j'ai des grands-parents qui sont paysans, qui ont dû détruire leurs haies, qui ont dû acheter des tracteurs, qui ont dû passer d'une culture vivrière à une culture intensive, qui ont dû se mettre à faire du maïs, que j'avais fait avant, pour entrer dans un système de domination et d'asservissement. Donc, le plus simple, c'est d'en sortir. Et c'est pas en utilisant les outils de l'urbanisme et du management qu'on va y arriver. Fini. Merci Victor. D'autres réactions ou Jean-Michel? Tu as 4 minutes. 4 minutes. Ah, il y avait Franck encore. Mais vas-y. Je vais devoir encore faire du schématique. Juste sur la réponse sur la nature, je partage le propos sur l'essentialisme de la nature, évidemment. Je l'utilise parce que le mot est utilisé dans les vœux des écolos. Hein. Il parle de lieux de nature, comme on parle de lieux de culture, ou de lieux d'art, ou de lieux d'éducation. Hein. C'est le terme qui est utilisé. Voilà, donc c'est pour ça que je le reprends à dessein, et pour l'argumentaire provoque, évidemment. Voilà. Au même titre que moi, j'utilise ni nature, ni environnement, d'ailleurs. Hein, que je mets sur le même plan. Voilà, l'environnement, c'est ce qui est autour. On est dedans, quoi. Bon. Je vais juste reprendre 2-3 trucs. Un point pour aller un peu plus dans parce que j'ai effectivement taillé à la serpe, hein, c'était l'exercice. Peut-être un point de nuance quand même dans ce que j'explique. Moi, évidemment, je me place du côté de l'écologie rurale, évidemment, et là où je voudrais vraiment insister, c'est 2 éléments. Le premier, quand on explique la question de l'urbanité et de la ruralité, il y a un rapport d'inégalité entre les urbains et les ruraux. Un rapport d'inégalité économique, structurel, systémique, humain, etc. C'est-à-dire que les ruraux n'ont pas accès, n'ont pas de reconnaissance au même titre que les urbains.
Et pour appuyer souvent le propos de la ruralité, on utilise l'argument que tu as donné en disant j'ai des grands-parents qui sont. D'abord, et ça c'est le deuxième point que je vais aborder, on dit rarement j'ai des parents qui sont. Parce qu'en fait, il n'y a plus de parents qui sont, puisque c'est 4% de la population, hein, les agriculteurs. Et rappelons qu'on a fait le choix démocratique, culturel, sociétal, structurel, que 4% de la population nourrissent 96% de la population restante, et qu'on a confié à des gens qui ne sont pas agriculteurs la responsabilité d'organiser le monde de l'agriculture, et donc la ruralité. Rappelons que dans la PAC, il y a un volet développement rural. Donc la ruralité est liée à l'agriculture sur le volet des politiques européennes. Et dans les gens qui pensent la PAC, autant vous dire que c'est pas des ruraux. C'est pas des ruraux. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut considérer que la ruralité si, la métropole, finalement, l'écologie urbaine, c'est quand même pas si mal. Il n'empêche que toutes les politiques de ruralité sont pensées par des gens qui ne sont pas ruraux. Et c'est ça le principal, pour moi, hein, le principal problème, c'est cette inégalité majeure. Et l'enfant rural est aujourd'hui considéré moins bien que l'enfant urbain. Et l'enfant urbain a toute une série d'éléments qui lui sont proposés, et pour le sensibiliser à la ruralité, il a deux solutions, c'est aller capter ce qui se passe dans la ruralité, et puis espérer qu'il va y revenir avec quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, ou l'autre solution, c'est d'aller découvrir la ruralité dans une cour oasis, une espèce de pseudo-ruralité à l'échelle de sa cour de récréation, qui n'est qu'une idée idiote de vouloir faire rentrer la ruralité sans les gens dans la ville. Et ça, c'est le principal sujet d'inégalité, c'est sans les gens. Voilà, c'est ça que je voulais peut-être repréciser. Alors, il y avait Franck, et puis toi, juste derrière. Franck, d'abord. On a tendance à dire que l'erreur est urbaine. Je pense que si le problème est la concentration urbaine, elle est aussi la solution en étant moins le problème. Donc en fait, c'est pas comme s'il y avait les gentils et les méchants. Le rural a été défini, à mon avis, en tout cas redéfini largement depuis quelques siècles par l'urbanisation. Et les grandes villes vivent grâce à cette satellisation, on va dire, des sociétés autour donc en périphérie. Donc en fait, les deux sont vraiment intimement mêlés, et je vois pas comment on pourrait faire l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, parce qu'en fait, c'est le même problème qui est juste géographiquement peut-être incarné. Donc effectivement, je pense qu'on a besoin aussi de l'écologie urbaine, entre autres, ne serait-ce que pour être aussi le relais de ce qui se passe en campagne, et qu'en fait, il y a des bonnes choses en ville, il y a des bonnes choses en campagne, il y a des cons en ville, il y a des cons en campagne, il y a aussi des paysans qui polluent beaucoup plus que les citadins, il y a aussi des... Alors c'est très bien, mais là tu sors complètement de ton rôle. Mais c'est bien parce que ça avait sonné, donc c'est parfait. Et au moins pas au milieu. C'est parfait. Alors il y avait juste s'il vous plaît, une dernière intervention, et juste après, et Jean aussi. Mais en fait, il y a 20 minutes après pour réintervenir. C'est juste que j'ai un timing et que Jean-Michel allait vous partager un exemple d'initiative heureuse selon lui, et pourquoi les villes ne soutiennent pas ce type d'initiative. Donc, on prend juste... heureuse aussi, mais ça revient quand même à ce qu'il vient de dire. Ok. Moi, l'hiver, je plante des haies avec Sylvie pour la bouffe. Donc, sur une asso de finance pour travailler avec la bouffe. Donc, la bouffe qui fait partie de l'État, donc des subventions de l'État. Et c'est vrai que les têtes pensantes viennent quand même des zones urbaines, et nous, on les... Ok. Mais pourquoi il n'y aura pas il y a quand même beaucoup de gens d'ici qui sont partis sur un peu faire des études parce que les gens sont un peu mais il faut voir. Merci. Ah, d'accord. Alors, Jean, ça peut attendre 10 minutes ou tu veux le dire maintenant? Non, c'est juste un sondage que je voudrais faire.
Vas-y. Dans chacun des deux groupes, quels sont les gens qui viennent des champs? Voilà. Des champs, mais attends, des champs de manière large, des petites communes ou des grandes communes? Donc, L'inverse, genre, qui vit en ville? Qui vient Qui vit en ville? de la ruralité, qui vient de l'urbanité? Est-ce que c'est des villes de plus de moins de 20 000 habitants jusqu'au village? Oui. Ah bon, d'accord. Alors, c'est Moins de 20 000. moins de 20 000. On dit jamais 20 000. On est à 18 000. Quand on a connu les deux, on a On est à 18 000. Non, je reformule. Qui vit aujourd'hui dans une ville de moins de 10 000 habitants? De 10 000. De moins de 10 000 habitants. 10 000, tu Ça va pour les villages? Mais parce c'est que 20 000. oui, mais le problème c'est que chacun met n'importe quoi a priori derrière la ville, chacun ce qu'il veut, hein. Je dis pas n'importe quoi au sens qu'il y aura une science exacte de cette chose-là. Mais 10 000 arrive à un moment donné dans l'histoire, t'auras montré qu'on peut tendre vers l'autonomie. Qui vit dans une ville aujourd'hui de moins de 10 000 habitants? Donc c'est partagé. Et donc c'est partagé. Et qui vit dans? Est-ce qu'il y a des co-résidents? C'est quoi que ça s'appelle des Ah oui, co-résidents? qui Des gens qui ont un pied à la ville et un pied dans la ruralité. Ah bah voilà. C'est moi un pied aussi. Est-ce que tu as une maison secondaire? Bon, ok, alors. Moi j'ai une résidence secondaire à Clermont-Ferrand. Mais c'est honte. Tu devrais, mais c'est pas. Jean, en fait, c'est voilà, ta résidence principale est à la campagne et la résidence secondaire en ville, c'est ça? Ah bah, D'accord. c'est Ok, attention, hein. alors, on s'arrête là. On redonne 10 minutes à Jean-Michel, puisqu'il voulait partager cette expérience plutôt heureuse, mais non soutenue par l'écologie urbaine. Et puis, on aura 20 minutes à nouveau pour ping-pong, échange, questions-réponses. Donc, de toute façon, le temps de débat est vraiment encore large après. Ok, on y va, 10 minutes. Je voulais parler d'un projet avec lequel je travaille depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'appelle la Maison de Courcelles. Alors, pourquoi je veux parler de cette structure-là? C'est une structure qui existe, hein, qui existe depuis une trentaine d'années. Et cette maison, hein, par son existence, donc elle se situe en Haute-Marne. Hein, pour ceux qui ne situent pas la Haute-Marne, hein, c'est entre la Bourgogne et Lyon. Voilà. 3,5 habitants au kilomètre carré. Voilà, c'est donc une zone particulièrement rurale, alors qu'il y a la singularité aujourd'hui d'avoir un parc national qui s'appelle le Parc national des forêts, qui est le premier parc national de France, sans moyens évidemment, dans lequel il y a des habitants qui habitent. C'est-à-dire que les parcs nationaux en général sont des réserves naturelles, là c'est des parcs. Alors pourquoi je vous parlais de cette maison-là? Parce que l'idée qui a creusé et qu'on a fait avancer cette question-là, c'est l'idée qu'à un moment donné, et le constat étant le suivant, hein, la richesse étant dans les métropoles, la pauvreté étant dans les zones rurales, il a fallu et il faut que la ruralité puisse récupérer des moyens financiers pour lui permettre de vivre, etc., qui est le premier nerf de la guerre, c'est-à-dire avec quels moyens les gens vivent à l'endroit où ils sont. Et donc l'idée a été de se dire, il faut refaire circuler l'argent entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc il faut à un moment ou à un autre pouvoir faire que la richesse passe de l'un à l'autre et qu'effectivement on puisse piquer une partie de l'argent aux métropoles. Donc ça c'est le point de départ. Et puis l'autre idée, elle est de se dire qu'une autre idée qui est partagée, c'était dans les territoires ruraux, il faut pouvoir vivre, travailler et rester au pays. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas l'obligation de partir pour avoir le droit à subsister. Donc il faut qu'il y ait de l'activité économique, qu'il y ait des échanges, etc. Et il y a une idée qui est celle que les métropoles utilisent, qui est le commerce, c'est-à-dire on vient et on achète, point, ou à un moment donné on fait circuler les personnes. Et l'idée de la maison de Courcelles, ça a été ça. Ça a été de se dire, il faut faire circuler les personnes. Circuler les personnes avec comme idée qu'il va falloir que les gens se rencontrent. Et se rencontrent dans leur vie. C'est-à-dire pas un pseudo-mélange ou une pseudo-mixité qui est on prend des urbains, des ruraux, on les met dans la même pièce et puis on attend qu'il se passe quelque chose. Si on fait ça, il ne se passera jamais rien. Je ne sais plus que c'est qui hier disait il y avait des enfants de Grenoble qu'on prenait des quartiers, qu'on mettait dans la ruralité, puis au bout de 2 jours, ils n'en pouvaient plus. En fait, il y a de fait une action à avoir, une rencontre qui doit se faire, il faut le faire sur quelque chose en particulier, sur partager des choses à faire ensemble, et donc il y a cette dimension-là. Alors,
cet élément-là, il est fondamental, déplacer les gens, faire que les gens se rencontrent, avoir de l'activité. Et ce qui a été construit notamment sur l'idée de la maison de Courcelles, c'est une pédagogie singulière qui fait que dans la vie de la maison, notamment avec les enfants, il n'y a pas de rapport d'inégalité. Il n'y a pas l'enfant qui paye son séjour et qui vient rapter, et un enfant qui serait autre chose, etc. Donc ça veut dire que dans la vie de la maison, les gens circulent librement, il y a des enfants des villes et des campagnes, il y a des enfants locaux et des enfants de la ville, puisque la colo est en même temps le centre de loisirs, donc les gens se rencontrent. Et donc ça pose toute une série de questions derrière, qui est par exemple que les gamins vont devenir copains, et par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant de la colo a un copain qui est un enfant du village, et que l'enfant du village dit « j'aimerais bien que l'enfant de la colo il vienne dormir à la maison », ce que font tous les enfants dans les lieux par exemple. Et bien ça par exemple, ça pose des questions juridiques. Et donc toute la question derrière, c'est de sortir de ces cadres juridiques, c'est-à-dire comment on contourne le cadre juridique pour à un moment donné permettre ce rapport-là. Le deuxième élément qui est pris en compte systématiquement dans cette histoire-là, c'est que l'emploi est un emploi local. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans la structure sont des gens qui rencontrent les enfants et qui font avec les enfants. Donc par exemple, ici, la cuisine, on n'a pas le droit d'y rentrer. Hein, c'est censé être une règle d'hygiène, hein, on n'a pas le droit de rentrer. Ben, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas rencontrer les gens qui travaillent. Et donc, il faut casser ces barrières-là et pouvoir permettre de rentrer. Donc là, encore une fois, on ouvre et les choses sont possibles. Ensuite, l'idée est de construire du local, bio, transformé sur place, etc., etc. Donc sur cette question alimentaire, les enfants peuvent participer à la fabrication alimentaire. Évidemment, ils rencontrent les gens et la colo achète une partie des productions alimentaires à des agriculteurs qu'elle a en même temps salariés. C'est-à-dire qu'elle fait du commerce avec des gens qu'elle salarie. Pour que, notamment, le salaire permette à l'agriculteur d'avoir un revenu qui est suffisamment important pour lui permettre d'exister et d'avoir une production qui est achetée et qui permet surtout aux enfants d'aller produire avec cet agriculteur. Donc, la carotte qui est dans mon assiette n'est pas n'importe quelle carotte, c'est la carotte que machin a produite à un endroit donné, avec une manière donnée, qu'il connaît, etc., etc. C'est-à-dire que ça sort de cette idée de j'achète du bio, je le mets dans l'assiette des gamins et les gamins mangent bien, sans se poser la question de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, ce rapport-là fait qu'à un moment donné, les choses... Alors ça permet de former les gens, ça permet de construire des liens et des rencontres. Ce dispositif-là, il existe, il en a démontré sa pertinence, le modèle économique fonctionne, c'est une association qui fait ça, elle s'autofinance à 90%. C'est-à-dire qu'elle touche très peu de subventions publiques, et elle s'autofinance à partir de ça, et elle permet de salarier les gens, etc. Pourquoi à un moment donné ça ne fonctionne pas du côté des métropoles, etc. Parce que on revient sur les outils de gestion qui sont utilisés par la métropole. L'appel à projet, la délégation de services publics, etc., etc. Ces outils-là, qui sont des outils de management de la finance publique, sont contraires à l'idée qu'on peut travailler avec des gens en local, etc. Parce qu'il faut prévoir à l'avance, gérer, organiser, définir des objectifs, budgéter avant, etc. Et ça, c'est au moment où l'association veut le faire, ça ne fonctionne pas. Et quand on propose ça à des métropoles, ils répondent en permanence oui, mais il faut qu'on fasse un marché public. En fait, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que les gens sont formés systématiquement à ne faire que de la gestion, sans plus avoir à réfléchir à comment on peut construire et faire les liens. Alors, ce qui se passe, le rapport, la maison étant en Haute-Marne, elle a assez peu à proximité de gens qui sont issus d'une métropole. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec des associations pour, à un moment donné, faire des constructions, pour permettre aux gens de venir, etc. L'autre élément, c'est que on déconstruit un rapport qui est très très urbanisé, qu'on a tous intériorisé, qui est le rapport d'âge. La structure éducative, elle est faite pour que nous vivons en permanence dans un même niveau scolaire à un âge donné. Notre scolarité, elle est faite pour qu'au CP, on ait tous 6 ans, entre 6 et 7 ans, etc. Et la structure-là, elle va travailler pour qu'on puisse mélanger les enfants d'âges différents, notamment, par exemple, pour casser les rapports qui sont aussi liés à une structuration qui est enfant en situation de handicap, pas enfant en situation de pas handicap, les garçons, les filles, les frères et sœurs, les grands, les petits, les parents et les enfants. Donc parfois dans la colo il y a les parents,
etc., pour pouvoir à un moment donné construire des rapports et de la rencontre. Et quand on fait ça, de fait, quand ils reviennent, à un moment donné, les choses sont différentes. L'alimentation, si on utilise ces principes-là, c'est-à-dire on pourrait très bien imaginer que la ville de Paris ou l'école machin puisse acheter les produits de l'agriculteur avec lequel ils sont partis. En fait, si on veut faire ça, aujourd'hui, sur les marchés publics de l'alimentation scolaire, c'est impossible. Et ça, c'est parce que les outils de gestion viennent comme un élément qui vient structurer le monde et qui empêche, effectivement, le rapport humain. Et donc là, on est vraiment sur l'histoire de l'inégalité et de la richesse qui empêche, à un moment donné, de travailler sur le rapport humain. Et notamment sur le rapport ici de personne à personne. Ok, merci, tu es dans les temps, c'est super. Alors, Guillaume m'a demandé de faire un peu plus court pour le dernier temps, 15 minutes. Donc là, on a 15 minutes pour réagir à ce que vient de dire Jean-Michel, pour réagir à ce qui a été posé comme question tout à l'heure, à rajouter des compléments, enrichir le débat, poser des questions directement à Jean-Michel, c'est complètement ouvert. Donc 15 minutes pour terminer sur cet échange. Vas-y. Moi, je me pose la question d'abord, pour ta colonie, là, cette colonie dont tu viens de parler, le niveau socio-économique des gamins, est-ce que vous l'avez étudié, est-ce que vous le connaissez? Voilà. Parce que ça, tu as parlé des différences entre ceci, entre cela, mais entre les pauvres et ceux qui ont un petit peu plus de moyens. Je parle des parents, bien sûr. C'est quand même un vrai sujet, parce que tout à l'heure, quand tu as dit les enfants ruraux, en gros, sont pauvres, ou du moins sont dans une relative pauvreté, et les enfants des villes sont dans une relative richesse. En réalité, on a l'impression du contraire. Quand tu regardes quels sont les enfants qui vont dans les colonies, alors je pense à ça parce que nous, on y avait envoyé notre fils, on avait été extrêmement surpris. C'était une colonie, alors il y en avait plusieurs, il y avait le ski, il y avait, je ne sais plus, la mer, bon, etc. Et en fait, il y a des années de ça, dans les années 60, c'était plutôt les enfants d'ouvriers qui allaient en colonie de vacances. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des enfants de milieux socio-économiques plutôt évolués, plutôt élevés. Et pourquoi? Parce que l'offre des colonies, elle a changé. C'est justement plus ce mélange que tu viens de montrer, qui est avec ce mélange qui est rassurant, qui fait que la société se comprend elle-même, etc., et s'accepte. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Soit on a des colonies pour gamins qui sont, il n'y en a pas beaucoup, de gamins en grande difficulté, et c'est pris en charge par les associations caritatives. À ce moment-là, on ne mélange rien du tout. Ou de l'autre côté, on a des colonies d'enfants dans le milieu socio-économique qui sont plutôt élevés. Et là, les parents sont conscientisés. Ils le font parce qu'ils savent que leurs gamins vont justement vivre une aventure, une expérience de mélange, par exemple. Donc ça me paraît plutôt les enfants de pauvres qui sont pauvres, plutôt que les ruraux et les urbains. Tu vas avoir les urbains et les ruraux, ils sont pauvres quand même. Et de l'autre côté, tu as des gamins dans le milieu rural qui sont issus de parents qui ont des terres immenses. Il y a Bernard Arnault aujourd'hui, il a pratiquement toutes les terres autour de Draguignan parce qu'il adore le vin rosé. C'est un rural, du coup. C'est un rural, bien sûr. Bernard Arnault est un rural, voilà, c'est évident. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est ça qui est important, c'est de ne pas encenser naïvement le modèle rural en disant surtout que les enfants de milieux ruraux sont pauvres. Ça, c'est étrange, quoi, je dirais. Ok, alors du coup, tu peux répondre aussi. Je ne sais pas si tu veux poser la question ou non, mais on va. Question, mais bon, en même temps, tu parles. Ou on en prend quelques-unes. On en prend quelques-unes et tu réagis après. Plusieurs. Alors, Jean, deux petites secondes, je crois qu'il y a Marilyn juste avant, et puis après Jean, et puis il y avait encore toi aussi. Ouais, mais moi je trouve ça va trop vite. Franchement. Qu'est-ce qui va trop vite? Non, mais ça fuse, les prises de parole se font très rapidement. Franchement, il n'y a pas beaucoup de temps de pause pour construire sur quelque chose d'aussi clivant, quoi. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est très clivé, ça me gêne en fait, parce que par exemple richesse, pauvreté, ça n'a aucun sens de cliver les deux, c'est une nature différente, mais enfin, voilà. Et puis on parle pas de taille de ville, là il n'y a que des exemples sur Paris. Moi je trouve que ce serait intéressant d'avoir d'autres exemples aussi, c'est la caricature Paris évidemment,
mais voilà, juste, du coup, je vous coupe tous la parole. Je vous suis tous. Garde-la. Non, mais juste dire peut-être une chose, une réaction, c'est par rapport aussi à ces communes rurales qui sont obligées de se mettre ensemble aussi pour fonctionner à travers des communautés de communes, d'agglos. Et ben, en fait, ça parle aussi de la reconcentration de l'organisation, et c'est exactement la même chose qu'il décrit en ville. Donc là aussi, je trouve qu'il y a des contre-exemples en rural, c'est vraiment des modes d'organisation où on va vouloir mutualiser et parfois on va aller trop loin là-dedans. Et ça, c'est pas juste les marchés publics, etc. C'est pas juste une réalité urbaine. Ouais. Ok. Vas-y, Julien. Non, vas-y. Excusez-moi, justement, je suis totalement désaccord. Oui, mais ce qui vient d'être dit sur on la alterne. question de il ne faut pas y avoir de consensus, parce que j'ai l'impression que globalement tout le monde est d'accord. Mais en fait, ce n'est pas le même sujet. D'un côté, on reprend du débat, hein, c'est les jeunes urbains sont-ils définitivement perdus pour l'écologie? Bon, définitivement, je pense qu'on peut le mettre un peu de côté, mais les urbains, c'est qui les urbains? On est parti sur le principe qu'il y en a qui vivent à la ville, donc c'est des urbains. On peut vivre à la campagne et être un urbain. Hein, ça, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Amandine l'a dit aussi. Et c'est ce qu'avait commencé à dire Alain. Non, pas du tout. Bernard. On y était. Où il parlait de culture en fait. On peut effectivement avoir une culture urbaine. Et là-dessus, moi, c'est ce que j'ai pas entendu de ce côté-là. C'est en quoi la culture urbaine, elle peut apporter quelque chose à l'écologie. Je parle pas, et je parle vraiment d'une culture urbaine qui peut même s'importer en rural. Il me semble que où qu'elle soit, elle va forcément ne rien apporter. Et là où le problème, c'est qu'effectivement, on veut changer de culture, on veut se socialiser différemment, on veut être tout ça. Et c'est pas non plus parce qu'on vit en ruralité qu'on est forcément un rural. Donc il s'agit pas forcément de parler du lieu où on habite, mais de comment est-ce qu'on a été justement socialisé et à quel point, et donc j'aimerais bien avoir cette explication-là de votre camp, une culture urbaine, elle peut avoir des bénéfices écologiques. Alors super, mais j'oublie pas Marie-Hélène et puis il y en a d'autres qui ont levé la main. Du coup, ça c'est super intéressant. Je propose que Marie-Hélène, tu poses la question. Et derrière, peut-être, il y a des. Ça rejoint. Ça rejoint déjà. D'accord. Mais alors est-ce qu'il y a des personnes de ce. Justement, pardon. Pousser l'argumentaire, parce que ça rejoint. Du prévenu, de la défense qui veulent réagir à ce que vient de dire Jules. Alors attends, juste d'abord, ton prénom c'est Eric. Eric d'abord. Ouais, en 2 mots, le fait de sortir du milieu rural et d'arriver à la ville, c'est un minimum. C'est-à-dire que le monde rural, à vous écouter, aujourd'hui, tel que moi je le connais, dans lequel j'habite depuis longtemps et je pratique avec les élèves, si je reprends votre terminologie, votre division, 80% des ruraux, et des acteurs du ruraux, ont un mode de pensée qui est tiré de l'écologie urbaine, mais complètement indirectement. Par contre, beaucoup d'urbains qui viennent s'installer, ou qui reviennent s'installer à compte de génération de nature, ils ont un regard et donc un lien à la nature que n'ont plus, qu'ont perdu les ruraux qui sont là sur place. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme un certain nombre d'entre vous, je suis impliqué dans certains combats, le féminisme, mais pour ne pas le nommer. Si je n'ai pas mes jeunes élèves qui ont un bras de culture urbaine dans mes classes, le débat sur l'écoféminisme, sur la cause LGBTQI, il n'existe pas aujourd'hui. Et le débat que j'ai sur le lien à la nature, il n'existe pas non plus. Voilà. Merci. Juste avant Nicolas, il y a encore aussi. Et ton prénom à toi c'est Julien. Non, Nicolas, c'est Julien. Il y avait des mains derrière, tu ne peux pas les voir. L'écologie, ça étudie des écosystèmes. Là, en l'occurrence, comme je disais avant, que ce soit rural ou urbain, on parle d'écosystèmes qui comprennent l'humain. Il y a un terrible préjugé dans le camp du rural, qui est que parce qu'ils voient des soi-disant écolos qui sont en fait des capitalistes, qui agissent comme des colons avec leurs résidences secondaires, etc., et qui viennent les envahir, et donc ils réagissent de manière très défensive en fait à cet envahissement, ils peuvent facilement faire un amalgame entre quelqu'un qui a une sincère sensibilité pour le vivant, même qui la développe dans le béton, parce que merci Internet, il se trouve qu'il peut voir la nature peut-être de manière moins pratico-pratique, mais elle est là, et elle est disponible, contrairement à avant. Donc il peut développer cette sensibilité, et vraiment l'accueil qui peut être fait, je sais pas, je prends l'exemple du Pays Basque, où vraiment le marché immobilier augmente tellement qu'effectivement les seules personnes qui peuvent venir s'installer dans une campagne, bah, c'est plus des locaux, c'est souvent des urbains, etc. Et ils ont cette espèce de résistance à un système de colonisation. Si
l'idée qu'un urbain, il ne peut pas arriver avec une sensibilité à la nature, elle est déjà ancrée tellement fermement dans la tête des gens, il n'y a pas de dialogue. Et alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'écologie. L'écologie, c'est une chance, donc ça doit cloisonner pour réfléchir, mais il n'y a pas un réel cloisonnement entre le rural et l'urbain. C'est communicant, et c'est communicant via le lien humain. Si on part déjà avec un délire où le but c'est de se dire que le lien humain il n'est pas possible, effectivement il n'y a pas de dialogue. C'est une certitude dès le début, il faut faire attention à ce genre de préjugés, je pense. Me regarde pas moi. Mais depuis tout à l'heure, tu me regardes avec une fusil, avec des. Pas de soucis. Guillaume voulait intervenir. Guillaume voulait intervenir. Non, il fallait. Non, mais Marie-Hélène, elle a dit qu'elle était. Ça rejoignait. Non, j'avais pas terminé, non. Ah. Je dis que ça allait dans le sens. Ah, mais excuse-moi, alors c'est moi. Et Nicolas aussi. Non, mais Guillaume, ça fait. C'est un truc qui veut recadrer un certain truc, donc vas-y. Oui, en fait, ça allait dans le sens, mais c'était pas. Ce que je voulais dire n'était pas encore exprimé. Ok, pardon. C'est dans ce que j'ai entendu dans le réquisitoire et même dans l'argumentaire là qui était fort. La question se pose de est-ce que c'est vraiment ruralité et urbain qui sont opposés, mais pas le niveau d'études. Parce que dans ce que j'ai entendu, c'est plus tu fais des études, plus tu es formaté aussi. J'ai vraiment plus eu l'impression d'entendre ça en se disant ben, tu vas monter, donc tu vas être manager, donc tu es formaté, donc tu vas reproduire des schémas qui sont des schémas de domination Tu vas peut-être répondre après. de Fordisme, entre guillemets. Sauf que, et c'est là où je rejoignais du coup ce qui était dit par toi, je n'avais pas le prénom, Eric, pardon, c'est que en fait, le fait de quitter les zones rurales aussi, d'aller en ville, de faire des allers-retours et de ne pas cloisonner comme on l'entend là, ça amène une richesse. Et notamment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites localement dans des communes des villes de moins de 10 000 habitants, qui sont mises en place aussi en utilisant ces outils qui sont dénoncés, c'est-à-dire que la gestion de projet, on peut y voir le côté très négatif, mais on peut aussi s'en servir comme étant un outil au service de quelque chose, si le quelque chose a une raison d'être, qui a des valeurs et du sens en fait. Donc c'est pas que du négatif. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer dans un sens, parce que finalement, pour moi, les deux ne s'opposent pas vraiment. Et on peut être rural, effectivement, et ne pas réussir à mettre en place des choses parce qu'on a un regard, comme tu l'as dit, voilà, qui est hyper fermé, avec des préjugés, avec des préjugés super forts sur l'autre, sur ce qui doit devenir, sur ce qui doit être. Et quand on est à la campagne, moi qui l'ai vécu, j'ai pu entendre des choses et qui vit toujours, qui sont quand même assez impressionnantes, alors qu'ils peuvent être les mêmes en ville, hein, mais exactement la société est en train de muter, et en campagne, c'est quand même assez difficile de faire entendre que oui, la société mute, que les jeunes évoluent, qu'il y a un regard aussi sur plein de questions qui se posent sur l'identité, qui fait que c'est plus facile peut-être en ville de l'aborder, parce qu'il y a cette culture dont tu parlais, des lieux aussi qui permettent d'aborder ça, alors qu'à la campagne, c'est vite compliqué, quoi. C'est pas totalement fermé, mais c'est vite compliqué. Alors, Nicolas, et après il y a le... Tu veux aussi, Jean? Mais ça fait 10 minutes que je l'ai. Je fais au mieux là. Il reste 5 minutes. Bon, il reste juste 3 minutes, mais Nicolas, vas-y. En fait, là, de tout ce que j'entends, j'en conclus que la ruralité, en fait, il n'en reste presque plus rien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici, on a défini la ruralité par rapport à l'urbain. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est... C'est l'endroit où il manque des choses, c'est l'endroit où... comment dire, c'est un endroit désavantagé, etc. Je pense que vous avez saisi un peu l'axe. Et que, en fait, les forces de l'urbain ont été, dont évidemment la capacité d'autonomie, etc., ont été quasiment rayées de la carte. Ça n'existe quasiment plus. Et je parle là pour le coup de savoir-faire, de savoir vivre avec son... Alors, pas environnement, pas nature, qu'est-ce qu'il faut dire du coup? Non, mais, enfin bref, bien, de savoir vivre avec son écosystème, de le comprendre, et ça, en fait, c'est absent de quasiment l'ensemble de la culture, qu'elle soit rurale telle que je l'ai entendue, en tout cas là, ou qu'elle soit urbaine. Et en fait, à mon avis, cette culture rurale ou urbaine qu'on a opposée là, pour moi, en fait, c'est presque la même. J'ai pas entendu en fait d'arguments qui iraient dans la direction notamment d'une reconnexion à un écosystème, quoi. Oui,
Ok, Jean, et il y a Paul, et puis Guillaume peut-être en conclusion finalement, parce que... Enfin, je sais pas. Jean, Cher juré du tribunal, je m'adresse à vous, moi en tant que métis urbano-rural. Le fait que toute ma vie, j'ai été un itinérant, puisque j'installais des machines à imprimer et pas à déprimer, dans toute la France. Donc, ma notion de territoire est sur l'Hexagone, complètement. Depuis l'âge de 35 ans, je suis un co-résident avec un parcours résidentiel particulier, puisque je suis parti en me mariant de Clermont-Ferrand pour aller à Marne-la-Vallée, dans une ville nouvelle, pour redescendre à Lyon, à Oulin dans le Rhône, pour aller dans un parcours résidentiel particulier dans l'ouest riche de la région lyonnaise, Mornan, et pour revenir passer ma retraite en zone rurale, tout en ayant un pied-à-terre à Clermont-Ferrand. L'écologie, elle pousse aussi dans les territoires ruraux, elle pousse dans l'urbain, mais c'est les écologistes qui manquent dans le rural. Parce que les écologistes, moi je suis membre d'Alternativa, j'étais le référent en 2018 du Tour Alternativa dans les Combrailles, parce qu'ils avaient trouvé personne pour l'organiser. Et la question des écologistes qui vivent plutôt dans l'urbain, que ce soit les gens d'Alternativa ou les écologistes politiques, et c'est pas surprenant que les écologistes aient conquis les métropoles. Mais pour en faire quoi? Alors ce soir, vous aurez en discussion une députée alsacienne de la ville de Strasbourg, écologiste. Et quand on entend les critiques que certains peuvent faire, je ne voudrais pas le citer, sur la question de l'écologie à Strasbourg, je crois qu'on sera à même à débattre sur cette question. Est-ce que les écologistes peuvent pousser en dehors des zones urbaines? Et la question, moi qui ai vécu mon enfance dans un territoire entre la Marne et le bois de Vincennes, Nogent-sur-Marne, moi, la nature, je l'ai toujours vue d'un certain sens, que ce soit au bois de Vincennes ou dans les bords de Marne, qui n'étaient pas urbanisés, puisqu'il y avait encore à cette époque-là les guinguettes, qui étaient un lieu culturel. Et ma culture d'origine, moi, c'est les chansons des guinguettes. Alors qu'on voit dans les territoires ruraux que le renouveau de la musique trad, elle vient plus des campagnes, elle vient des gens des villes. Et quand vous voyez une fête patronale où vous n'allez avoir que des discos, eh ben moi j'en suis baba. Merci Jean, merci Jean. Alors Paul, et puis Guillaume pour conclure. Vas-y, Paul. Je m'interrogeais sur certains termes utilisés. On a entendu urbanité. Oui. C'est rare d'entendre urbanité. On parle beaucoup de ruralité, on parle d'urbanisme. C'est même un outil dominant qui assoit la domination des urbains sur les campagnes. Mais on ne parle plus de ruralisme, on n'a jamais parlé de ruralisme. C'est sûrement pas un code en tout cas. C'est un code rural qui a tendance à disparaître sous la pile, qui contiennent des trésors, des droits d'usage. Et je me demande si ce débat c'est les urbains ou si c'est la nécessité de trouver à rééquilibrer justement ce rapport entre ville et campagne et quelle forme d'écologie on peut proposer aux jeunes sauvages. Ok, alors il y a quand même, mais Guillaume, vas-y, hein, mais Jean-Michel voulait juste, mais alors sur un temps court, répondre à 2 ou 3, sur un temps court. Puisqu'il y avait la toute première question qui était est-ce qu'on parle des gens ou est-ce qu'on parle de la structure? Non, on parle de manière systémique et pas des gens, évidemment. Enfin, ça me paraissait évident, mais c'était important de le redire. On parle de la métropole, pas des gens qui habitent. Enfin, celui qui est né dans une métropole, il n'est pas responsable du fait qu'il a grandi dans une métropole. Enfin, voilà. Donc la question, c'est évidemment, c'est la question de la métropole, de l'urbanité, de ce que ça produit, et donc s'il y a des urbains qui arrivent à s'en extraire, tant mieux, évidemment. Ensuite, sur la question de la culture, c'est un apprentissage.
on apprend là où on vit, on apprend, etc. Et donc, de fait, on devient à un moment donné quelqu'un qui va défendre une urbanité, une ruralité, qui va être en pris avec un certain nombre de choses. C'est cet apprentissage-là. Et c'est vrai que je le replace sur les questions des politiques enfance et jeunesse. Si on veut qu'à un moment donné, les enfants qui habitent à la ville puissent comprendre la ruralité, il faut qu'ils puissent l'éprouver au sens de la vivre. Et c'est bien ça la question qui fera naître ou pas des gens qui vont adorer l'urbanité ou qui vont peut-être partir plutôt dans quelque chose sur la ruralité. Donc c'est ça qui est important. Sur la question de la richesse des villes et la pauvreté des campagnes, il y a des chiffres très très précis sur le sujet, des cartographies extrêmement nombreuses sur où est la richesse et où est la pauvreté. Il y a des niches de pauvreté dans les villes, dans les métropoles, mais la richesse est dans les métropoles. Il y a des niches de richesse dans les territoires ruraux, mais la pauvreté est dans les territoires ruraux. Ça, il faut aller regarder de manière très précise toute une série de chiffres qui vont de la statistique par commune, mais ça va jusqu'à d'autres outils qui sont utilisés pour essayer de regarder ça avec précision. Voilà. Et puis un élément qu'il faut avoir en tête quand on dit ça, c'est que sur les dotations de l'État aux collectivités territoriales, un urbain vaut 2 ruraux. Donc la valeur de l'habitant rural est 2 fois inférieure à la valeur d'un habitant urbain, ce qui explique que les communes ou les intercos rurales sont toujours moins riches que celles des villes. Si on y rajoute ensuite les autres moyens de subsistance des collectivités, on voit très vite que, effectivement, même à l'échelle des collectivités territoriales, les collectivités territoriales pauvres sont dans les territoires ruraux. Sur la question du management, le management n'est pas une histoire d'études, puisque la méthodologie de projet est présentée. Je ne sais plus qui c'est qui disait hier qu'il avait fait une école d'agri hier et qu'il était emprunt. C'est Julien. Voilà. Voilà. Je vais prendre un échelle qui est le mien sur les formations de l'animation dans un diplôme qui n'est pas un diplôme, qui est un brevet, qui est le BAFA, qui n'est même pas un diplôme professionnel, où il y a 10 jours de formation. Le premier élément qu'on apprend, c'est la méthodologie de projet. Et donc on apprend à des jeunes de 16 ans maintenant, 17 ans, à manager des enfants. Pas à faire avec des enfants, construire avec, etc. Donc c'est pas une histoire de niveau de responsabilité. On apprend aux gens à manager, voilà, quel que soit le niveau de ça. Et à chaque fois, dans n'importe quelle structure, même celui qui est en bas, il va manager les gens pour qui il travaille. Les travailleurs sociaux, les personnels de santé, etc. Ils managent les pauvres, etc. C'est ça qu'on leur apprend. Hein. C'est ça que, voilà. Je dis pas que c'est ça qu'ils font, je dis que c'est ça qu'on leur apprend et que c'est une des dérives. Et j'avais encore un autre truc, mais j'ai oublié. Dominer entre guillemets des gens comme ça quand on fait management, que méthodologie de projet où ça va donner des outils qui vont permettre de réaliser un projet un peu plus conséquent. On pourra en redébattre, mais j'ai 2 références pour dire que manager et méthodologie de projet, c'est la même chose. Hein. Il faut regarder et lire le bouquin sur l'anthropologie du projet de Boutinet, et il faut aller lire Thibault Le Texier qui explique ça. C'est-à-dire, c'est là-dessus que je m'appuie pour dire ce que je dis. On pourra en débattre, mais c'est ça les éléments. Et le dernier élément, c'est sur la question de l'expertise. Ce que je viens de faire, par exemple, donner une référence, c'est une expertise, et c'est une expertise qui est construite par des fonctionnements qui sont exclusivement urbains. L'expertise est toujours dans les villes. Voilà. Elle est rarement à la campagne. Guillaume, du coup, vas-y. Pour faire court, hein, je réduis. Le point que tu souhaitais. Non, mais j'ai fait. C'est que on s'exprime sans toujours définir les termes que l'on emploie. Et je crois que là, il y a une falsification sur le langage de campagne, etc. Donc moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, mais dans le droit fil de ce qui a été dit, on peut ne pas naturaliser la nature, on peut parler de sensibilité des urbains, on peut parler d'autonomie en étant chef de scout. Mais fondamentalement, les 3 axes de réflexion qu'on vous propose, qui sont 1, la frugalité dite post-urbaine, 2, l'anticipation, et 3, les politiques de la décroissance, les données sont maintenant claires d'un point de vue de futuration. On ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Et donc,
aujourd'hui, la question qui est posée, à mon avis, c'est pas tant y a-t-il une supériorité historique de l'un sur l'autre, et elle existe, c'est évident, les urbains ont pris la main sur le rural. Je vous rappelle simplement que la troisième réalité des métropoles, c'est celle de l'entièreté de l'agriculture intensive et simultanément la ville industrielle. Donc tout ça est une même réalité. Donc je vais faire court. Aujourd'hui, j'ai pas entendu, la seule solution, c'est d'aller rechercher dans le rural des capacités d'autonomie que la ville nous a soutirées. C'est juste ça. Et du coup, avec une culture de l'autonomie qui, dans l'urbain, a appris une virtuosité, une intellectualisation du monde, mais sans jamais savoir faire véritablement autonomie de ses propres mains. Donc il y a, si vous voulez rebâtir des alliances, moi j'y crois pas une seule seconde, hein, mais du coup je vais me transcender, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas j'y crois pas plus que ça, mais néanmoins, il y a bien à faire de ruralité le coup d'après. Il y a bien à faire de l'écologie autre qu'urbaine, par l'autonomie, le moyen de diviser par 6, alors les systèmes de besoin, je sais que t'aimes pas le terme, mais les systèmes de pression que nous exerçons sur le vivant. Depuis l'urbain, c'est pour ça que je renvoie sur Bernard, la surstimulation nous a complètement arraché de toute conscience, de toute connaissance, mais plus encore, de toute fabrication de ce que serait de nos mains directement la satisfaction de nos besoins. C'est en ça que le rural, a priori, une supériorité qui est une inversion symbolique de l'histoire dans laquelle, tout simplement, on l'avait né. À condition qu'on s'entende sur le fait que le rural, c'est pas une résidence secondaire, c'est pas la FNSEA, c'est pas toutes ces choses-là. Tout comme l'urbain, c'est pas des urbains et des métropolitains qui sont consentants. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont involontaires là-dedans. Maintenant, je reviendrai juste là-dessus, distinguer la structure des humains. À un moment donné, quand on est un humain, il y a aussi, on participe, certes volontairement, mais de la réalité. Donc dissocier les deux est aussi un fait d'expertise, Jean-Michel. Bon, ça peut dire que c'est un effet de système et de structure sans considérer que le genre urbain métropolitain, les humains qui peuplent les grandes villes grossissantes, ne sont pas la cause du problème. Je ne vois pas comment on va se démerder autrement. On va les laisser tranquillement prendre conscience de la sensibilité environnementale et aller fantasmer sur une nature. Moi, c'est un problème humain. C'est pas ce que je dis que c'est systémique. C'est juste ça que j'ai dit. Hein. J'ai dit que c'était systémique. Oui. Ce qui n'exclut pas les gens, le système il est fait par les gens, c'est ça que je veux dire. On emploie ces termes-là pour, grosso modo, déresponsabiliser les humains. Moi pas. Moi pas. Parce qu'on a été forcé par, mais on y a créé quelques jouissances, on y a créé quelques désirs, on y a créé quelques plaisirs. C'est ces choses-là, à mon avis, qui aujourd'hui posent question. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Comment? Oui, j'ai une question sur cette question de l'autonomie dont tu parles là. Moi, les gens les plus autonomes que je connaisse, évidemment qu'ils ne sont pas ici, évidemment qu'on ne les verra pas dans une réunion parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone, ils habitent dans une cabane près d'une rivière. Bon, voilà. Et c'est eux en fait qui sont les plus aptes. La question c'est comment est-ce qu'on va aller chercher ces quelques personnes, parce que du coup il n'y en a vraiment pas beaucoup non plus. Voilà, c'est... L'année dernière, à Neb, certains étaient présents. Deux, nous, on attend que les ressources nécessaires pour aller chercher ces gens-là. Mais tu es d'accord avec moi que pour aller chercher ces gens-là qui vont nous parler du fait qu'ils ne sont pas derrière les ordinateurs en train de discuter des heures durant sur urbain, rural, ville, campagne, 10 000 habitants, pas 10 000 habitants, il y a un moment donné, il faut bien se mettre en mouvement pour les associer à la démarche d'ensemble. Et c'est pas en discutant de l'urbain et du métropolitain qu'on va arriver à répondre et à résoudre des questions. Tu vois ce que je veux dire? L'alerte sur l'autonomie qu'ils font, il faudrait aller les chercher. Moi, je suis d'accord. Mais allons-y, quoi. Voilà. C'est ça la chose, Nicolas. Tu l'as déjà dit l'année dernière, il y en avait quelques-uns. Tu l'auras dit cette année, espérons que l'année prochaine, on y sera. Quoi. Voilà. La question de l'autonomie est quand même centrale là-dedans. L'urbain métropolitain nous a enchaînés à des dépendances. On est incapable et infoutu de faire autonomie, tout simplement pour répondre à des besoins de subsistance. Et l'écologie va, à un moment donné, tendre tous les rapports et raréfier toutes les ressources dont on s'est enchaîné par l'ébriété énergétique ou l'ébriété alimentaire. Il y a quelque chose qui va se poser là. J'entends pas ça, j'entends sensibilité, j'entends pas autonomie. Ben oui, on est vivement seul. Et je suis pas sûr que Nicolas, le meilleur exemple, c'est l'îlot individuel autarcique. Une communauté humaine, si elle veut s'inscrire dans un écosystème, elle est obligée de faire communauté. Et non pas isole. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun avenir à l'isolement. Aucune espèce s'isole. Aucune. Alors pourquoi les humains. Oui, il n'a pas dit ça, hein, je pense pas. Ah, mais si, c'est un peu ce que. Non, c'est pas ce que je sous-entendais. C'est que par la force des choses, ces gens-là font partie, font partie de ceux qui possèdent le plus de savoir-faire. C'est pour le coup d'après, Nicolas. Moi, je pense que déjà, nous on a testé, moi j'ai testé avec ma voiture.
si les gens, ouais, la mine, nous, on ne peut pas nous voir. Nous, le collectif, on a réuni au moins 20 collectifs là. Ouais. Donc il suffit d'inviter les gens, de créer des liens, sans avoir à leur mettre des débats. Donc on a fait des repas sans aucun débat prévu, rien. C'est des repas collectifs par exemple, ou repas. Moi les musiciens souvent me demandent de trouver une solution pour qu'ils arrêtent de se marcher sur les dates, sur les pieds par rapport aux dates. C'est le genre d'action qu'on peut faire, n'importe qui peut s'allier à ce genre d'action et franchement c'est très efficace parce que ici, bah, voilà, nous, on ne peut pas nous voir à la mine, ils ont peur de nous, on est comme ça, on est des faveurs, on est machin. Là-bas, vraiment, on est trop babacou, machin, un truc, et finalement, tout le monde a été content de se rencontrer, et à l'arrivée, tout le monde se côtoie. Donc c'est, voilà, si tout le monde commence à prendre du recul en regardant l'autre, évidemment, on avancera. Il faut taper dans le tas et faire des choses. Il faut vraiment faire des repas. Essayer d'inviter les voisins, que ce soit des copains ou des groupes. Il n'y aura jamais de différence. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tout le monde. C'était une proposition qu'on vous a faite. C'était aussi pour justement cliver et essayer de provoquer un petit peu, qu'il y a eu ce réquisitoire. C'était volontaire, hein. Donc après, voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Et on a 10 minutes de pause avant le prochain sujet. Ouais, c'est quoi le prochain sujet? Bravo, merci. C'était un manichéisme créatif. C'était volontaire.